Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous, bienvenue sur IHT, les RCFM, pour suivre comme chaque semaine notre émission réalisée en collaboration avec Corse Matin. Un an de mandature, un apprentissage de la gestion du pouvoir avec ses contraintes dans un contexte politique national très instable. Le mouvement nationaliste mène sa barque avec un savoir-faire certain, même si en une année on ne peut guère obtenir de résultats tangibles. Pour Corsigali Barra, associé à la démarche, la tâche s'avérait a priori encore plus difficile puisqu'il s'agissait de passer d'une stratégie contestataire à une participation effective au pouvoir sans pour autant perdre son identité et sans oublier les fondements de son combat. Président du groupe à l'Assemblée territoriale, poste important s'il en est, Pedranto Tomasi nous délivrera son analyse de la situation. Il est l'invité de ce contraste. Pedranto Tomasi, bonsoir. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, hormis le bilan mi-mandat, puisque nous devrions voter dans quelques mois si le calendrier est respecté, nous ferons avec vous un tour d'horizon politique corse et national avec Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Alors, débat national, disais-je, que vous ne pouvez pas ignorer puisque vous aurez affaire avec les nouveaux gouvernants et le nouveau président de la République, quel qu'il soit. Ce sera peut-être François Fillon puisqu'il ne s'est pas retiré de la course. Alors, selon vous, dans cette affaire, est-ce qu'il a bien fait de rester en lice? Et est-ce qu'on peut se présenter devant les électeurs malgré de telles affaires? Écoutez, cette décision appartenait à François Fillon et à son parti. Nous nous en prenons acte. En tout cas, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens, quels que soient les pays, rejettent un certain nombre de pratiques politiques et qu'il est du devoir des élus de rappeler ce qu'est le sens premier de l'exercice du mandat démocratique. Et nous disons que notre éthique, à la fois notre éthique de conviction en tant que militants qui avons une certaine idée de la Corse et notre éthique de responsabilité nous oblige à mettre en place des garde-fous pour éviter un certain nombre de spectacles auxquels nous avons pu assister ces derniers temps. Parce que par le passé, le mouvement nationaliste, certains dirigeants nationalistes même ont dérivé et ont porté un grand préjudice au mouvement. Lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, vous, en 2015, vous avez fait un serment, celui d'agir en toute transparence et honnêteté dans les affaires publiques. Qu'est-ce qui garantit qu'il n'y aura pas de dérive aujourd'hui, comme il a pu y en avoir hier, chez les nationalistes, comme chez d'autres, on l'a vu lors de la mandature précédente? Je crois que l'idée principale, c'est que dans cette affaire, on ne peut pas s'en remettre uniquement à la vertu et au comportement des hommes. Il faut, à un moment donné, pour le dire, soit avec Paoli, instaurer cette maison de cristal, soit avec Montesquieu, que par la disposition des choses, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Et c'est ce qu'ont fait les nationalistes lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités au gouvernement de la Corse en décembre 2015, notamment à travers un certain nombre de procédures. Le comité d'évaluation des politiques publiques qui a été mis en place sous notre mandature, un baromètre de l'exécution du budget devant la Commission des finances qui doit éviter les dérives que l'on a constatées par le passé, mais également, je pense à une application législative que nous n'étions pas obligés de mettre en œuvre, notamment sur la sanction en termes indemnitaires des élus qui ne sont pas présents à l'Assemblée de Corse. Je crois que c'est tout à fait désastreux lorsque l'on constate qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les lois sont votées par 15, 20 députés, parfois avec des jetons au Sénat. Rendez-vous compte, 10 sénateurs présents, et puis on se retrouve avec un résultat de 260 à 240. Je crois que ce sont des choses qui nous interpellent, et ce qui est nécessaire, c'est que les responsables politiques fassent en sorte, par la règle, par le droit, que ces dérives soient à terme complètement éradiquées. Pour parler de dérives plus récentes, Paul Jacob a été condamné le 25 janvier dernier par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine très lourde dans l'affaire dite des gîtes ruraux. On n'a pas beaucoup entendu Corsigali dans cette affaire. La condamnation la réaction a été discrète. Et l'ensemble des élus aussi. Oui. Écoutez, il y a eu un procès avec des débats longs qui ont été largement commentés, notamment par la presse. Il y a aujourd'hui un appel qui est interjeté par un certain nombre de prévenus, y compris Paul Jacob. Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, il n'appartient pas aux élus de commenter plus avant la condamnation. Nous en prenons acte, nous prenons acte de l'appel qui est interjeté par Paul Jacob. Vous étiez plus virulent auparavant quand vous étiez dans l'opposition contre les élus traditionnels. Je rappelle les affiches, ils m'ont dit au niveau. Je reviens toujours au passé, mais il est instructif souvent. Nous, vous savez... on en Mabouda, etc., on pourrait remonter très loin. Mais ça fait partie de ce que nous sommes.
cette façon de voir la politique et de revendiquer une Corse assainie de ce point de vue. En revanche, nous n'avons pas l'âme de procureur. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est on a un autre regard quand on est au pouvoir, parce qu'on se dit que ça peut nous arriver aussi. Non, ce qu'on se dit, c'est surtout que quand on est au pouvoir, on a la responsabilité que ça n'arrive pas. Et pour que ça n'arrive pas, ni à cette mandature, ni à la suivante, il faut mettre en place des règles de droit qui nous protègent, qui nous prémunissent de ce type de dérive. Et je crois que c'est là, aujourd'hui, où le mouvement national a une responsabilité, parce qu'il a justement ce parcours, parce qu'il a porté dans le débat public une volonté d'assainissement, de transparence et d'équité dans la vie publique. Il a la responsabilité, par les actes, de faire en sorte que ces dérives, aujourd'hui, appartiennent au passé. On parle beaucoup de règles de morale, d'ailleurs, aujourd'hui au niveau national. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions-là, Paul Jacob, il peut aller devant les électeurs dans quelques semaines pour les législatives, dans la deuxième circonscription ? Juridiquement, il le peut, puisqu'il a interjeté appel. Il est certain que, d'un point de vue éthique, il est certain que ce procès a jeté un trouble dans l'opinion. Maintenant, cette décision, elle appartient à Paul Jacob et uniquement à Paul Jacob. Alors, on revient à ce renoncement de François Fillon. Est-ce que ça change la donne pour la Corse, y compris vis-à-vis du pouvoir territorial ? Son principal soutien ici, c'est Camille de Rocazère. Si d'aventure il est élu président de la République, est-ce que ça va changer la donne par rapport à d'autres candidats potentiels ? Nous abordons traditionnellement l'élection présidentielle française avec une position de principe qui n'est pas une position de participation. En revanche, à chaque élection, le mouvement indépendantiste revient sur le devant de la scène avec sa revendication principale, c'est-à-dire la prise en compte des droits du peuple corse. Donc, à l'occasion de cette élection, nous allons interpeller l'ensemble des candidats sur une plateforme programmatique qui se base notamment sur les votes qui ont été obtenus durant la précédente mandature, sur ceux qui ont été également validés sous cette mandature et qui nécessitent un dialogue avec l'État. Je pense notamment au cadre normatif spécifique pour l'Académie de Corse, au statut fiscal et social pour la Corse. Et nous verrons, une fois que les Français auront choisi à la fois leur chef de l'État et puis la majorité, vous ne ferez pas de choix, parlementaire. Parce qu'à un certain moment, le mouvement nationaliste a laissé entendre qu'il serait plutôt... voterait pour un candidat plutôt que pour un autre. Cette fois-ci, non. Nous ne ferons pas de choix. Nous enregistrons avec satisfaction la démarche de notre ami Oscar Temaru, qui était l'ancien président de la Polynésie française, qui pourrait, puisqu'apparemment il poursuit sa démarche, porter la voix des peuples sous domination française. Mais en tout cas, nous ne participerons pas. Vous pourriez le soutenir ? En tout cas, vous avez apporté les signatures en tout cas termes de concernant. Oui, vous avez apporté les parrainages. Si aujourd'hui on n'est pas encore au stade des formulaires officiels, mais si nous sommes, si nous sommes saisis, moi personnellement je parrainerai Oscar Temaru. On y reviendra tout à l'heure sur les législatives, je pense, en fin d'émission, mais vous parlez de non-participation à la présidentielle. Alors, on participe à la présidentielle, et pourquoi on participe à une législative, par exemple ? Ça reste quand même deux élections de cadre national. Française, comme vous dites, on élit le Parlement français. Pourquoi on participe à l'une et pourquoi on ira voter à l'une d'ailleurs, législative, mais on n'ira pas voter pour la présidentielle. Vous avez raison de la poser, mais je pense que si vous aviez été un journaliste écossais, vous ne l'aurez pas posé au représentant du Scottish National Party, qui est le parti écossais au pouvoir, qui a remporté 56 sièges sur les 59 circonscriptions écossaises. Oui. Et je pense que le fait d'être allé à cette élection pour ces indépendantistes a permis de faire avancer leur combat et non pas de le faire régresser. Pour revenir à la Corse, nous allons aller à la législative, comme c'est le cas pour le mouvement national depuis déjà un certain temps, parce que nous sommes convaincus que nous avons remporté une partie du combat ici en Corse, que nous avons un certain nombre de leviers pour faire changer les choses en Corse, mais qu'une partie de la bataille se joue à Paris. Et qu'actuellement, chez les parlementaires, on assiste, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir, à un certain nombre de démarches où des parlementaires corses montent à Paris pour demander que l'on fasse le contraire de ce qu'a décidé l'Assemblée de Corse, et ça, ce n'est pas acceptable. On va en parler. Alors, on en vient à votre mouvement Corsica Libre. Vous avez haussé le ton lors de votre consulte en déclarant que vous expropierez les spéculateurs lorsque la Corse aura la possibilité d'édicter ses lois. C'est votre conception du statut de résident. Droite et gauche, évidemment, se sont saisis du propos. Pourquoi est-ce que vous avez clivé ainsi le débat ? Parce que finalement, vous étiez sur une position médiane lors du vote en 2014 à l'Assemblée de Corse. Le mouvement Corsica Libre a pris une position. Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que le président du groupe Corsica Libre à l'Assemblée de Corse est solidaire de cette position. Je crois que ce n'est pas Corsica Libre qui a pris l'initiative d'hystériser le débat, comme on a pu le constater avec un certain nombre de déclarations, y compris un peu excessives. On a atteint le point Godwin, on a parlé de fascisme. Bon, je crois qu'il faut revenir au fond du dossier. Ce que dit précisément Corsica Libre, c'est surtout que, pour nous, le point d'équilibre qui a été validé en 2014 par l'Assemblée de Corse
il doit commencer à s'appliquer dans les faits. En 2014, le statut de résident a été voté à une large majorité, mais depuis, il y a eu le PADUC qui va dans le bon sens. Pour autant, les constructions continuent à un rythme qui est tout à fait anormal, 107% en un an, la spéculation immobilière continue, et Corsica Libera délivre un message clair. Nous ne pourrons pas attendre un changement constitutionnel pour continuer à la fois par l'action militante, on l'a vu à 6, qu'on le verra peut-être dans les prochains jours, et à la fois par l'action institutionnelle de s'opposer à la spéculation immobilière. Pour revenir aux différentes déclarations, je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La droite, qui est la droite de la désanctuarisation, qui est la droite qui s'est opposée au PADUC, au statut de résident. Il y a quand même des termes qui sont expropriation en Corse. J'y reviens. Ce que ça peut susciter comme réaction. La droite, dont l'un des principaux responsables en Corse du Sud disait il y a quelque temps que la spéculation immobilière n'était pas un fléau et contribuait à l'économie de l'île, elle est dans son rôle. François Tatti, qui est sur une position rétrograde, il est dans son rôle. Mais je crois qu'il faut revenir justement au fond du dossier. Mais clairement, vous voulez l'application immédiate du statut de résident, même si pour l'instant, pour l'heure, il n'a aucune valeur juridique. Ce que nous disons, c'est que ce qui a été voté en 2014... Vous pourriez le faire aussi pour la co-officialité, alors. Tout à fait, tout à fait. On pourra y revenir. Mais nous, ce que nous voulons dire, c'est que sur le statut de résident, ce qui a été voté en 2014, évidemment, en l'état actuel de la Constitution, ce n'est pas applicable. Mais c'est la loi des Corses. Parce que c'est la règle que nous avons définie ensemble. Alors, il faut que par un certain nombre, à la fois de mesures juridiques, à travers le PADUC, les documents d'urbanisme, à travers la stratégie, par exemple, de l'agence d'urbanisme ou de l'office foncier, on aille dans ce sens-là. Et il faut aussi délivrer des messages à ceux qui veulent venir encore spéculer pour leur dire non, la terre de Corse n'est pas à vendre et il y a des gens qui s'y opposeront ici en Corse. Mais je voudrais simplement revenir au fond du dossier. On a dit beaucoup de choses, notamment sur le droit de propriété. Et vous connaissez bien ce dossier parce que vous le connaissez, il ne vous a pas échappé que le tribunal administratif de Bastia avait été saisi l'an dernier de délibérations de communes qui avaient instauré le statut de résident. Qu'a dit le rapporteur public et le tribunal? Ils n'ont pas annulé au motif que le droit de propriété était violé. Ils l'ont annulé parce qu'il y avait un excès de pouvoir et parce que les communes étaient intervenues dans le domaine de la loi. Mais le rapporteur public lui-même, qui n'est pas par définition un révolutionnaire, dit que le droit de propriété, ce n'est pas un principe absolu. Et dit que le droit de propriété tel que prévu par la Constitution, ce n'est pas le droit absolu d'accéder à la propriété et que donc on ne peut pas annuler ces délibérations sur ce motif. Je crois donc qu'il y a un débat et qu'il faut le poursuivre sereinement. Il n'y a pas une volonté de violer le principe de non-rétroactivité de la loi, c'est-à-dire, une fois qu'on a obtenu le statut de résident, revenir sur ce qui s'est passé en termes d'acquisition, de changement de main, entre 2014 et le moment où le statut pourrait être valide. Ça, c'est un principe. Ça, c'est un débat. Le principe de non-rétroactivité, il est absolu en matière pénale, sauf pour les lois pénales plus douces, mais je crois que ce qui est dit aujourd'hui par Corsica Libera, c'est surtout, je crois qu'il faut renverser la perspective, c'est de dire que dès aujourd'hui, il est applicable. Donc on n'est pas dans une optique de rétroactivité, mais là on est sur le débat technique. Nous, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette vision du statut de résident pour remettre en cause les acquis. Je vous fais remarquer que d'autres acteurs publics ont délivré une position légèrement différente de ce qui a été voté par l'Assemblée de Corse. Je me souviens très bien de Maria Duigil et qu'il avait l'air de ne pas comprendre ce que disait Corsica Libera, qu'elle disait elle-même qu'elle n'était pas favorable au statut de résident basé sur 5 ans, mais sur le statut fiscal. Justement, donc Corsica Libera a sa liberté de ton. Justement, sur le fond, admettons que ce statut de résident devienne constitutionnel. Est-ce que c'est le meilleur outil pour lutter contre la spéculation? Est-ce qu'en Corse, il n'y a pas de spéculateurs Corse d'ici qui aujourd'hui investit notamment dans le sud, dans ses promotions, dans ses lotissements de résidences secondaires? Ce ne sont pas des Russes, ce ne sont pas des Parisiens, ce sont des Corses. Il y a... Et l'effet du statut de résident pourrait être de faire baisser le prix du marché, et donc certains spéculateurs ici pourraient avoir un effet d'aubaine. Et qu'est-ce que ça change au final? Il y a à l'évidence des spéculateurs corses. Mais comme nous avons pu le développer sur la question de l'éthique et de la morale, je crois qu'on ne peut pas, en cette matière, s'en remettre uniquement à la vertu. Ce qui est certain, c'est que le statut de résident aura pour effet mécanique, et ça a été démontré dans les endroits où il s'applique en partie, y compris en Europe, que cela contribuait à faire baisser les prix du foncier. Nous, ce que nous avons toujours dit... Et les plus démunis ne pourront pas pour autant acheter une villa à Porto Vecchio. Nous, ce que nous avons toujours dit, c'est que le statut de résident était la matrice de notre action en matière de politique foncière, mais qui devait être accompagné d'autres mesures. Bien sûr le PADUC, bien sûr les PLU, bien sûr l'office foncier, et puis je crois qu'il faut aussi innover. Un exemple, nous avons déposé à la dernière séance publique de l'Assemblée de Corse, ça a été adopté un amendement à un rapport sur le foncier pour développer et initier de l'habitat coopératif.
Ça marche très bien dans de nombreuses villes et régions d'Europe et ça permet quoi? Ça permet de lutter contre les phénomènes spéculatifs, la gentrification des centres-villes. Ça permet à des ménages qui n'ont pas accès au logement social mais qui sont exclus du crédit bancaire de pouvoir accéder à la propriété. Je crois qu'il faut une conjonction de mesures, mais oui, le statut de résident au centre. Alors, c'est un débat éminemment politique, évidemment. François Tatti a demandé que la prochaine session de l'Assemblée de Corse, il y ait une motion visant à annuler le vote précédent de 2014. Est-ce que Corsica Libre pourrait déposer une motion, elle aussi, reprenant votre idée d'expropriation? Moi, je vous le dis clairement, pas dans l'absolu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Corsica Libre a bien l'intention de convaincre sur sa vision du statut de résident, y compris avec les évolutions futures, la citoyenneté corse, qu'on a portée depuis des années, qui conditionnerait l'accès à l'emploi, au droit de vote, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le point d'équilibre à l'Assemblée de Corse. Nous avons un mandat démocratique qui est issu des élections de décembre 2015, de la précédente mandature. Vous ne serez peut-être pas sur la même position. De la précédente mandature, et nous allons porter face à l'État la dérive de 2014. Et nous allons continuer à en préciser les termes. Mais à l'avenir, bien entendu, que nous allons continuer à pousser le débat sur la vision que nous avons exposée, en espérant convaincre l'ensemble de nos partenaires. Pour revenir à François Tatti, je ne crois pas qu'on puisse revenir sur un débat aussi long par le truchement d'une simple motion. Je suis curieux de voir ce que ces alliés de gauche qui avaient soutenu le statut de résident feront au moment du début de Mais vous le feriez maintenant, vous seriez sûr d'avoir une majorité? À l'heure où je parle, que vos partenaires de Fémont à gauche vous suivent sur ce terrain-là qui est plutôt clivant, comme l'a dit Jean Vitus tout à l'heure? À l'heure où je vous parle, je n'en suis pas persuadé. Mais je vous rappelle quand même que lorsque Corsica Libre et Corsica Nation avant Corsica Libre a apporté la revendication de citoyenneté corse, nous étions extrêmement minoritaires. Et sur l'aspect statut de résident, cette revendication avance. Comme d'ailleurs, et peut-être qu'on y reviendra, sur la question de l'accès à l'emploi, de la corsisation des emplois, à travers la charte de l'emploi local, il y a aussi des démarches qui avancent. Alors, une autre proposition, une autre idée qui a été émise par Jean-Guy Talamoine lors de la dernière session de l'Assemblée, c'est le fameux revenu universel popularisé et proposé au niveau national par Benoît Hamon, c'est une idée de la gauche. Enfin, c'est lui qui symbolise. Je rappelle quand, par exemple, pour rester sur le positionnement politique, Dominique de Villepin en 2011, ce n'est pas un marxiste-léniniste orthodoxe, portait cette mesure-là. Alors, avant de parler de financement, sur la philosophie de cette proposition, vous prenez en quelque sorte une forme d'assistanat. C'est tout le contraire qu'a proposé le mouvement nationaliste jusqu'à présent. D'abord, une précision. Nous avons créé une commission pour réfléchir. C'est un débat de fond où, dans toute l'Europe, on réfléchit à ces questions. En Finlande, d'ailleurs, c'est un gouvernement de centre-droit. Certes, en France... C'est à l'essai. C'est à l'essai, mais c'est ce qui est proposé. Une réflexion pour une expérimentation. C'est le cas en Finlande, c'est le cas en Suisse, où les Suisses ont rejeté, c'est vrai. C'est le cas en France, c'est le cas aux Pays-Bas. Pensons d'ailleurs que la Corse était un petit peu en retard sur le débat. Il est normal de le lancer. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de position définitive à ce sujet. D'ailleurs, plutôt que revenu universel, je préfère l'expression de revenu de base parce que je ne suis pas, pour ma part, convaincu qu'il faille donner la même allocation à tout le monde. Bon, mais ça, là, on rentre déjà dans le cœur du débat. Je crois qu'il y a deux questions auxquelles il faut répondre. Est-ce souhaitable? Est-ce réalisable? Pour savoir si c'est souhaitable et rejoindre votre question, je crois qu'il faut rentrer en se fixant des objectifs. Ces objectifs pourraient être, d'abord, éradiquer la grande pauvreté. On voit bien qu'aujourd'hui que le système allocataire français, qui est coûteux, n'est pas efficace. Deuxièmement, lutter justement contre l'assistanat en créant des jeunes indépendants. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'en Corse, beaucoup de jeunes ont encore le choix entre soit le chômage, soit le chantage à l'emploi, le chantage à l'aide sociale ou l'exil. Et ça, ce n'est pas tolérable. Le revenu de base pourrait permettre, on va essayer de l'évaluer, de créer des jeunes indépendants qui pourront, pour les inciter à entreprendre. Et vous croyez qu'encore ça peut marcher, la Corse qui a baigné dans le clanisme, le clientélisme pendant des décennies? Pour les inciter à entreprendre, justement, parce que combien de jeunes est-ce que l'on connaît autour de nous qui veulent créer leur entreprise, leur petite entreprise, mais qui doivent rester 5, 6, 7 mois sans revenus et qui abandonnent et qui renoncent. Et ça, je crois qu'il y a des énergies extraordinaires encore, ce n'est pas possible. Par rapport à votre dernière question, je crois que le fait qu'il faille aujourd'hui passer par un élu pour espérer avoir un RSA, pour espérer avoir une APL ou une aide à l'autonomie pour les personnes âgées, ça entretient le clientélisme. Et je crois que c'est ce système... Et pourquoi demain ce serait différent? Il faudra toujours passer par un certain nombre de il y aurait une automaticité. S'il y a une automaticité, on n'est plus du tout dans la même perspective. Alors, mais vous avez évalué cette mesure, combien elle pourrait coûter? C'est la grande question du revenu universel de Benoît Hamon, c'est le financement, les 450 millions qui pèseraient... qui pèserait sur le budget de l'État. Ici, vous avez la collectivité a un budget de l'ordre d'un milliard, un peu plus d'un milliard d'euros.
ça serait quoi? Ça serait 30%, 35% de ce budget-là qui serait consacré à un revenu universel, un revenu juste, un revenu décent, un revenu de base. Aujourd'hui, très clairement, je ne suis pas en mesure de vous répondre pour une question simple. C'est qu'avant d'évaluer le coût, il faut déterminer déjà si l'on s'engage dans la démarche, c'est pas encore arrêté, et puis le périmètre surtout. Une fois on va jusqu'au retraité dans votre schéma ou pas? Écoutez, c'est une question. Aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas une proposition de Corsica Libre, le revenu de base. C'est un axe de réflexion. Dans cette idée, il y a des aspects qui peuvent nous paraître positifs. On va les examiner. Et je crois que ce qu'il faut, c'est évidemment, déterminer le périmètre, si on va dans ce sens-là. Deux, le lier à une réforme globale de la fiscalité. Mais c'est le cas en Corse, ce sera le cas en France, ce sera le cas en Finlande. Il ne faudrait pas mieux mettre l'accent sur la formation la plus pointue possible pour ces jeunes générations, plutôt que sur une démarche comme ça. Parce que l'argent, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour tout. Hein. Malheureusement, il n'y en a pas tout à fait, à l'infini. Il faut développer les efforts sur la formation et puis sur des mesures d'accompagnement. Mais ça, c'est un débat de fond. C'est un débat de fond qui s'inscrit dans le temps. Mais dès aujourd'hui, nous agissons. Par exemple, pour revenir à la question de l'entrepreneuriat, et particulièrement de l'entrepreneuriat des jeunes, ou aujourd'hui des catégories sociales les plus fragilisées. Alors, vous avez vu que sur la question des retraités, nous avions avancé sur la mobilité, mais je vous donne un exemple qui concernera peut-être plus particulièrement la jeunesse. Au nom de mon groupe, j'ai déposé en décembre dernier un amendement pour créer un organisme de microcrédit corse. Pour aider à quoi? Notamment pour aider ces jeunes Corses exclus du système bancaire de pouvoir avoir accès à des fonds qui leur permettent de se lancer et de créer leur entreprise, de se lancer dans la vie avec des prêts qui seraient des prêts de petites sommes à taux zéro. Nous allons avancer dans les semaines qui viennent sur ce sujet. Aujourd'hui, on est dans un principe de réalité, mais on change la Corse en profondeur. D'accord. Pour revenir, vous avez parlé des retraités. Donc vous avez mis en place un retraité résident en Corse qui peut bénéficier de ce tarif-là. Est-ce que dans votre esprit, il y a un bénéficiaire du revenu de base résident? Je m'explique. Est-ce qu'il faut avoir vécu tant d'années dans l'île pour pouvoir bénéficier de ce revenu de base? Dans votre esprit, hein, je sais que la discussion est dans mon esprit, je réponds oui. Je réponds oui autour de ce qu'on appelle, par exemple, les des intérêts matériels et moraux. Mais si on prend la définition du revenu de base, c'est un revenu versé à une communauté politique. Pour nous, la communauté politique, c'est le peuple corse. Alors, Jean-Guy Talamone, on va parler de la mandature, hein, un peu le bilan. Qu'est-ce que, selon vous, il a changé réellement depuis un an? Est-ce qu'on est sur la voie du changement ou pas? Je crois que ça ne saute pas aux yeux, même si en un an, évidemment. Incontestablement, on est sur la voie du changement. D'abord, dans la manière de faire, de gérer les affaires publiques. Alors, on vous a accusé de communiquer beaucoup, mais finalement, on a démontré lors du dernier budget qu'on communiquait peut-être plus et mieux, mais en dépensant moins. Chiffre à l'appui. Donc d'abord, chiffre à l'appui, les dépenses de fonctionnement augmentent quand même. Non. Jean-Félix Aquavive nous a dit que c'était mécanique, mais elles augmentent quand même. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est dans le document. Les dépenses de fonctionnement augmentent, ce qu'on appelle le GVT, glissement, vieillesse, technicité. Les fonctionnaires, au fur et à mesure de l'avancement dans la carrière, ont un impact sur la masse globale. En revanche, il n'y a pas d'embauche nouvelle, contrairement à d'autres collectivités, notamment le conseil départemental de Corse du Sud, pour ne pas le citer. D'ailleurs, un mot sur le document budgétaire. On nous présente ce document comme un document extrêmement vertueux. On nous dit qu'on maintient les charges de fonctionnement. Simplement, on agit par omission, puisqu'on oublie de dire qu'au 1er janvier 2017, des compétences ont été transférées à la CTC et que ces charges de fonctionnement, elles explosent. Donc je crois que la gestion de la collectivité territoriale de Corse, en cette matière, elle est vertueuse. Puisque vous êtes venu sur le terrain budgétaire, quand vous êtes arrivé au pouvoir, en décembre 2015, quelques semaines après, vous nous avez dit qu'on était au bord d'une catastrophe financière, du fait du passif, de l'ardoise laissée par la mandature précédente. Or, que l'on voit-on aujourd'hui, 14 mois après, cette semaine, on crée la carte retraitée, donc une aide pour les retraités. Jean-Félix Aquavive annonce 43 millions d'euros d'aide pour les ports et aéroports. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé qu'il y a eu une gestion Où avez-vous trouvé l'argent? Une gestion sérieuse de l'Office des transports de la Corse et de la dotation de continuité territoriale. Sans oublier l'emprunt. Il y a eu l'emprunt. Mais sur les deux exemples que vous prenez, c'est précisément ça. C'est-à-dire que ça a été développé, y compris sur ce plateau, par Jean-Félix Aquavive. Précédemment, l'enveloppe de continuité territoriale était en partie détournée pour des opérations totalement extérieures à la Corse. Pour le Maghreb. Notamment en finançant les lignes du Maghreb, alors qu'elle n'était absolument pas prévue pour ça. En ayant une gestion sérieuse, simplement sérieuse, de cette dotation de continuité territoriale, aujourd'hui, on peut avoir des facilités dans les transports pour les retraités, on peut financer des opérations infrastructurelles. Par contre, je voudrais revenir sur la mandature générale, parce que ce n'est pas simplement des histoires budgétaires. Je crois que les nationalistes n'ont pas été élus au gouvernement de la Corse uniquement pour ça.
déjà à l'actif, il y a cette compagnie maritime maîtrisée par le public qui correspond à la vision. Maîtrisée en partie. Non, maîtrisée. Alors, maîtrisée pourquoi? Maîtrisée parce que la CTC définit le périmètre du service public, la DSP, et elle utilise la dotation de continuité territoriale pour la Corse. Le dossier n'est pas encore fini. Pour la Corse, on va y revenir. Deuxième point, elle est propriétaire de la flotte. Et ensuite, sur l'exploitation, alors qu'aujourd'hui elle était totalement absente, elle est ou majoritaire ou elle a des droits économiques réservés qui lui permettent de prendre les grandes décisions. Donc ça, c'est un dossier qui n'existait pas, où on était soumis au lobby du port de Marseille et des syndicats marseillais, et aujourd'hui c'est la Corse qui décide. Sur le rural, il n'y avait pas de comité de massif, il y a un comité de massif. Il va y avoir un schéma d'aménagement de développement de la montagne qui va être voté, il n'y en avait pas. Et parce qu'il n'y avait pas de comité de massif et de schéma, on a perdu sur plusieurs programmations 300 millions d'euros. Ça, c'est du factuel. Sur les retraites encore. Alors, vous me donnez l'occasion justement de faire la liaison avec la politique du gouvernement en Corse depuis votre accession. Comment est-ce que vous la jugez? Parce que finalement, il est allé plutôt dans votre sens, dans la gestion des affaires. Et, il a aidé pour l'intégration de la Corse, l'association de la montagne. Le plan montagne, la Corse va être intégré. Sur le reliquat de la continuité territoriale, pour qu'il puisse être ventilé dans d'autres secteurs, Jean-Michel Baillet a aidé également. Donc finalement, le gouvernement, il est allé plutôt dans votre sens. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la revendication globale des droits du peuple corse sur sa terre. De ce point de vue-là, il n'y a pas eu d'avancée significative et je crois que le gouvernement français a été très en deçà des enjeux du moment. Je crois qu'il a vraiment manqué d'une vision d'homme d'État à Paris, eu égard au contexte, l'arrivée historique des nationalistes, l'acte historique du FLNC, de sortie de la clandestinité, qui crée un climat tout à fait nouveau en Corse. En revanche, sur des questions plus concrètes, c'est vrai, il vous a pas mis à droite bâton dans les roues. Ben, écoutez, là, je dois reconnaître que Pedil en Corse ou Jean-Michel Baillet, il a tenu parole sur ses engagements, mais aussi parce que la majorité nationaliste s'est battue. Je me souviens en début de mandature du groupe de droite à l'Assemblée de Corse qui nous disait mais qu'est-ce que vous allez monter discuter, vous n'aurez rien avant la présidentielle, peut-être l'espérait-il. Je me souviens. On parlait du statut fiscal, mais pas uniquement du statut fiscal. Et notamment de la prorogation des arrêtés Miot. Ça avait déjà été voté, il faut se rappeler, et ça avait été censuré ensuite par le Conseil constitutionnel. Mais là aussi, je crois que c'est un acquis de notre mandature. Alors ça a été un travail global, mais je rappelle qu'au mois de janvier 2016... Camille Cazer a porté la proposition. Oui, bon... C'est vrai, il a porté avec d'autres députés corses, y compris François Pouponne. Je trouve qu'il y a une présentation ces derniers jours qui manquait singulièrement d'élégance de la part de Camille de Rocazer et qui n'était pas conforme à la réalité. Je crois que ça a été un travail global et un travail qui remonte à l'accession des nationalistes à l'Assemblée de Corse, parce qu'en décembre 2015, il a été dit clairement par Manuel Valls qu'on ne pouvait pas rouvrir le dossier parce qu'il avait été tranché. Parce qu'il y avait eu le précédent. Parce qu'il y avait eu 2 décisions du Conseil constitutionnel. Or, de réunion en réunion entre les responsables de la majorité et le gouvernement, jusqu'au mois d'avril, au ministère du Logement, une réunion avec Madame Cos et M. Eckert, il a été acté que nous pourrions avancer, y compris sur ce... Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. Hein. Pas encore. Hein. Écoutez, d'ailleurs, François Pouponne, il le disait lui-même la semaine dernière. Là, on est quand Hugues même... Portelli aussi, au Sénat, le disait. Là, on est quand même plus tranquille, c'est que... le gouvernement a donné son accord. On n'est pas sur une loi de finances, donc il y aura pas, la loi ne sera pas de saisine par les députés et par le gouvernement. Alors, même sur les institutions, hein, le gouvernement, il a mis du temps, mais enfin, finalement, il a tenu parole. Le vote en deuxième lecture à l'Assemblée nationale s'est fait cette semaine. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur politique là, de la part des nationalistes en acceptant ces ordonnances, la suppression des conseils départementaux et ça s'est fait au détriment d'une vraie réforme? L'erreur politique, ça aurait été, comme la droite, de raisonner par l'absurde et de dire que parce que nous n'avons pas tout obtenu, il fallait refuser cette réforme. Nous sommes de façon constante, vous le savez, pour la suppression des conseils départementaux, parce que nous pensons que structurellement, nous ne visons pas les hommes. Ils ont conduit à mettre en place des pratiques clientélistes. Donc nous ne pouvions pas refuser cette disparition et cette fusion. La collectivité unique de Corse, aujourd'hui, elle fait consensus dans la société corse, sur le principe. Nous disons qu'il fallait l'acter au plus vite pour ne pas la repousser au calendrier grec et travailler en même temps sur d'autres questions. Par exemple, sur la question financière. Mais je vous rappelle quand même que nous avons eu des avancées. Le transfert de la dotation globale de fonctionnement, le remplacement de la dotation globale de fonctionnement et de décentralisation par la TVA. C'est une mesure qui concerne toutes les régions. Hein. Pour la dotation globale de fonctionnement, mais pas pour la dotation globale de décentralisation qui ne concerne que la Corse. La déspécialisation de l'enveloppe de continuité territoriale. La baisse de la contribution de la Corse au redressement des fonds publics. C'est-à-dire que nous avons travaillé sur plusieurs fronts. La mise en œuvre concrète et au 1er janvier 2018 de la collectivité unique, et puis également
un accompagnement fiscal et financier où nous avons déjà avancé, mais il faudra avancer encore davantage. Loi spécifique, oui. Révision de la Constitution, oui. Marche vers la souveraineté, oui. Sur la collectivité unique, le vote définitif interviendra le 21 février, je crois. Vous voyez personne à l'issue de la présidentielle revenir sur ce calendrier-là désormais. On va voter, on votera bien en décembre 2017, selon vous, et en tout cas vous ferez le forcing pour ça. La droite espère que ce soit annulé. Écoutez, la droite s'est distinguée effectivement par un certain nombre de manœuvres qui ne l'agrandissent pas ces dernières semaines, qui n'ont abouti à rien puisque la collectivité unique entrera bien en vigueur le 1er janvier 2018. Pour nous, il faut maintenir cette date. Il y a une majorité pour cela. Et dans le cas en Corse, contraire, à Paris. qu'est-ce qui pourrait se passer dans le cas contraire? La droite revient et elle annule ses ordonnances, comme elle peut le faire de toute manière. On repartirait dans un débat et nous y tiendrons toute notre place pour dire qu'il faut au plus vite mettre en œuvre la collectivité unique de Corse, l'accompagnement financier, l'augmentation de ses compétences. Mais encore une fois, nous, notre position, c'est 1er janvier 2018. Est-ce que vous êtes toujours favorable à l'inscription de la Corse dans la Constitution? Nous sommes favorables, bien sûr, à l'inscription de la Corse dans la Constitution dans les années qui viennent pour permettre de débloquer un certain nombre de transferts de compétences. Mais puisque je crois comprendre votre question, nous restons aussi constants sur notre revendication de souveraineté. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous allons aborder maintenant Ugon Trabunt avec le contradicteur. Aujourd'hui, c'est Anthony Alessandrini, maire d'Antisanti, président du Parti radical de gauche de Haute-Corse, qui est parmi nous. Anthony Alessandrini, bonsoir et merci de participer à ce débat. Je vous demanderai des interventions assez courtes pour ce qu'il puisse y avoir débat avec notre invité. C'est à vous durant 10 minutes. Bonsoir, Monsieur Tomasi. Bonsoir. Bonsoir. C'est avec plaisir que je me plie à cet exercice médiatique extrêmement important. Et je vais être dans le rôle du contradicteur. Donc, c'est sur la contradiction, uniquement sur la contradiction, que mon propos se portera. Vous avez, Monsieur Tomasi, fait prêter serment sur un document écrit par l'abbé Salvini, à savoir la Giustificazione della Rivoluzione di Corsica. Bon. Ce document, effectivement, il légitimise la révolution, mais, M. Tomasi, en faisant appel allégeance, j'irais même au-delà, à Louis XV et à son action à la fois politique et militaire, dont on sait ce qu'elle a engendré par la suite. Donc, pour ma part, je crains les hommes prêtant serment sur des livres. On voit encore aujourd'hui ce qu'il en est. Mais effectivement, c'est la première contradiction, grosse contradiction de votre mandature. C'est prêter allégeance sur un document dont peut-être beaucoup n'avaient pas compris le sens. Écoutez, je vous remercie d'abord pour votre question. Premier élément, pour nous, ça a du sens de prêter serment parce que ça matérialise un engagement vis-à-vis des Corses. Et au-delà du livre de Salvini, il y avait aussi un texte qui l'accompagnait avec des messages forts. Le peuple corse est légitimement maître de lui-même et les élus qui ont la charge de gouverner les institutions de la Corse doivent le faire autour d'un certain nombre de principes, notamment l'équité, la transparence, la justice, et mettre leur action au bénéfice du bien commun, donc de l'ensemble des Corses. Sur le fond et sur la contradiction, vous savez bien que le livre de Salvini, c'est un livre qui répond à un contexte, c'est un ouvrage diplomatique qui donc s'adresse à l'ensemble des cours d'Europe. Et au moment où il est écrit, évidemment, l'ennemi s'égène. Mais il s'agit de justifier la révolution corse face à ce tyran. En faisant appel à la France. Mais effectivement, il y a eu des relations diplomatiques avec la France. Mais ça il ne faut pas le nier. Mais vous savez bien que dans les années suivantes, ces relations se sont considérablement détériorées pour nous emmener jusqu'à Ponteno et sur un certain nombre d'événements bien moins glorieux. Je pense notamment à ce qui s'est passé dans le Nio ou dans le Fiumurbo. Et évidemment, les nationaux corses du XVIIIe siècle n'étaient pas forcément des pro-français. Les nationaux corses du XVIIIe siècle étaient des gens qui se battaient pour la souveraineté de leur pays et qui pensaient, comme aurait pu le dire le leader kanak Jean-Marie Tjibaou au XXe siècle, que l'indépendance, c'est aussi se nourrir de ses interdépendances. Monsieur Tomasi, je vous remercie et je vous rassure que moi aussi pourrais prêter serment sur Giustificazione. Je suis heureux d'apprendre.
Le statut de résident dont tout le monde parle et votre volonté, une fois de plus, à vous, président du groupe Corsica Libre à l'Assemblée, de remettre au centre de la table, au centre du débat politique, au centre du travail mené par l'exécutif, et on y reviendra 2 minutes avec Jean-Michel Baillet sur toutes les grandes avancées que ce grand ministre qu'est Jean-Michel Baillet pour la Corse a permis. Aujourd'hui, vous remettez au centre du jeu politique et institutionnel le statut de résident assorti d'une double menace, je dirais, d'une menace dite civile par un communiqué extrêmement précis de Corsica Libre, organisation politique. Ne craignez-vous pas, déjà dans un premier temps, vous savez très bien que constitutionnellement ce n'est pas possible puisque l'acte 2 de la Constitution prévoit que la première des libertés c'est la propriété, et que de laisser courir le risque aujourd'hui d'une reprise d'action militaire qui nous ferait sortir de cette phase de paix historique dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, on a l'impression, très honnêtement, que de temps en temps, une fois par quinzaine, vous essayez d'exister en essayant de dire ce qui n'est pas partagé par l'ensemble des Corses. Je suis effectivement d'accord, et je ne reviens pas sur la légitimité, bien entendu, et de votre groupe et de votre présence à l'Assemblée, puisque vous avez été légitimement élu, mais le mode de scrutin devrait à mon sens être revu, puisque vous n'avez fait que 7% au premier tour sur 235 000 inscrits. Mais c'est pour ça que le mode de scrutin, à mon avis, doit être revu assez rapidement. Aujourd'hui, le national-socialisme que vous prônez, je vous permets pas. En Corse, désigne un ennemi commun, serait le speculateur. Je vous écoute, mais je ne peux pas laisser passer ce type de propos. Je crois d'ailleurs qu'il vous disqualifie. Nationaliste et socialiste, non, vous savez très bien, vous êtes suffisamment intelligent pour savoir à quelle période de l'histoire cela renvoie, et vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que nous sommes en contradiction totale avec ce type de thèse. Donc, je n'accepte pas ce terme-là. Vous pouvez poursuivre votre argumentaire, mais je n'accepte pas ce terme-là. C'est votre droit, mais c'est mon droit aussi de penser qu'aujourd'hui, pour essayer d'être rejoint par un maximum de gens, vous désignez ce que l'on pourrait appeler un ennemi commun, à savoir le spéculateur, ou à savoir ceux qui... nous nous opposons aux forces de l'argent. Vous vous opposez aux forces de l'argent. J'en suis convaincu, moi aussi, mais les chemins que nous empruntons ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, ce statut de résident qui prévoirait, à savoir les 5 ans, à savoir le droit du sol, à savoir la filiation, à savoir, on ne sait pas encore ce que vous comptez y mettre. Effectivement. Non, c'est très bien. 5 ans plus la diaspora, on sait très bien. Aujourd'hui, comment évolue-t-on la diaspora? Qui est originaire de la diaspora? Qui? Le centre des intérêts matériels et moraux, qui est une notion de droit public. Oui, bien entendu. Et comment le prouve-t-on administrativement? Aurons-nous Par une pondération de critères, comme c'est le cas pour les fonctionnaires d'outre-mer. Aurons-nous à montrer des actes civils de gens, d'aïeux enterrés pour avoir le droit à... Je peux vous répondre? Oui, si vous voulez. Je pense que le temps court. Si vous voulez. De façon globale, parce qu'il y a beaucoup de questions. Sur notre volonté d'exister, nous n'avons pas de volonté d'exister, nous existons. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes partie prenante de la majorité territoriale. Oui, nous avons fait 8% au premier tour, mais vous n'êtes pas sans savoir que vous avez une vision très, très française et très 5e République. Le scrutin majoritaire, dans tous les pays du monde, vous avez des coalitions avec des gens qui font un score au premier tour et qui, en rassemblant au second tour, eh bien, créent des majorités. Nous pensons que dans les 36%, nous pesons davantage simplement que notre score du premier tour. J'aurais préféré que vous ayez, en l'emportant, une majorité absolue. Nous aussi. Soyons clairs, M. Thomas. Ça, c'est le premier. Il aurait été plus facile pour vous pour mettre en œuvre, y compris ce que vous désirez, même si je ne partage pas tout. Acceptons-en l'augure pour la fois prochaine. Vous êtes favorable à la modification du mode de scrutin? Je suis favorable parce que nous avons la majorité absolue. Vous l'avez compris. Non, vous le savez, je suis très attaché à la proportionnelle et nous l'avons portée dans le débat public. Pour revenir sérieusement à votre propos, et notamment sur le statut de résident, nous ne sommes pas dans le registre de la menace. L'acte d'apaisement historique de 2014, avec la décision de démilitarisation du FLNC, doit être pour nous un acte irrévocable. Et je crois que ce qui peut aujourd'hui conduire à des situations de tension extrême, c'est justement des délibérations qui ont été majoritairement votées par les Corses soient complètement rejetées et inopérantes. Parce que cette mesure-là a, selon nous,
la possibilité de faire baisser les enjeux en Corse et de lutter contre la spéculation immobilière. Je voudrais simplement répondre sur l'attaque, encore une fois, que je ne peux pas laisser passer sur ce que nous sommes et sur les valeurs qui sont les nôtres. Ce statut de résident, il s'applique pour qui? Ceux qui résident en Corse depuis 5 ans. L'inverse du droit du sol. Mais c'est vrai qu'il n'exclut pas non plus les Corses qui ont dû s'exiler, qui font partie de la diaspora. Si vous disiez que ce statut de résident était complètement anticonstitutionnel, c'est faux. C'est faux pourquoi? Il est en l'état, mais la Constitution peut être modifiée et vous avez dans la Constitution des principes qui sont tout à fait J'y suis contraires. favorable, pas au même article que vous, mais la Corse est déjà à l'article 72. Et je vous renvoie. Et il est nécessaire que la Constitution soit modifiée. Et je vous renvoie à la même. Mais pas sur ça. Je vous renvoie à la même décision du tribunal administratif que précédemment, où le tribunal administratif de Bastia n'exclut pas que le statut de résident puisse s'appliquer. En tout cas, il ne l'exclut pas au nom du principe de propriété. Encore une fois, monsieur Alessandrini, que vous veniez nous attaquer sur la morale, sur les valeurs, en nous prêtant des idéaux complètement abjects, alors que votre famille politique, pendant des années, vous avez représenté la prévarication, vous avez représenté le clientélisme, vous avez représenté la filiation politique, vous avez représenté les tampons électeurs pour faire voter les Corses. S'il vous plaît, restez à votre place, monsieur Alessandrini. Quelconque responsabilité en matière de morale, je n'accepte pas, puisque il faut que les gens sachent que si ce qui se passe comptablement à la collectivité territoriale, à savoir les 100 millions d'euros, le groupe Corsica Libre a toujours participé et est co-responsable si d'aventure cela était vrai. Participer à quoi? Il n'a jamais voté le budget, vous le savez très bien. Il n'a jamais voté le budget. A permis qu'il passe. Il n'a jamais voté le budget. Alors la discussion vient à son terme, on peut continuer la discussion avec M. Albertine, mais sur cet aspect, nous sommes tout à fait sereins. Et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase pour la Corse qui consiste à assainir la vie publique de façon irrémédiable. Eh bien, messieurs, le temps qui vous est imparti pour ce débat est terminé. Anthony Lansandrini, merci. Merci. Maintenant, nous allons voir la dernière partie de notre émission avec mes deux confrères qui vont regagner leur place pour le débriefing après ce petit jingle. Alors, débriefing en règle pour vous. Roger, qu'avez-vous pensé de la prestation de notre invité? Alors, de manière plus apaisée, plus globale, hein, la première année je me disais que cette première année au pouvoir relève pour vous aussi d'un exercice dans la réalité. C'est ainsi, pour la question, est-ce que gérer la collectivité territoriale de Corse, ça ne revient pas finalement à administrer une région un peu plus décentralisée que les autres en France, avec un petit peu plus de pouvoir certes, mais qu'en tous les cas ça ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé, gouverner un pays, administrer un pays, voire une nation. On est loin du gouvernement autonome, voire même indépendant de la Corse, mais on est dans la présence tout de même est très prégnante d'un État jacobin dans les affaires de la Corse. Les grandes décisions se prennent à Paris, elles suivent le cheminement chaotique de la loi au Parlement, des jeux politiques, des humeurs politiques auxquelles vous ne participez pas encore, et parfois le bon vouloir du gouvernement. Bon, il faut ainsi un Jean-Michel Bailly et son singulier intérêt pour la Corse pour faire aboutir des dossiers importants, la loi Montagne, on les a vus tout à l'heure, la collectivité unique, le règlement du désordre foncier, et même on va jusqu'à la réaffectation des reliquats de la continuité territoriale qui pourrait passer pour de la gestion courante d'une collectivité. Donc on est là aussi loin, me semble-t-il, de l'indépendance et plutôt dans une dépendance. Et sur des sujets qui sont des marqueurs forts de votre action politique, vous parliez tout à l'heure de la revendication globale du peuple corse sur sa terre, et j'y rajouterai plus précisément l'amnistie des prisonniers. On voit que ces débats-là sont aujourd'hui dans le mur, ils n'avancent pas, et je pense, et je me demande par rapport à tout ça effectivement, si dans l'action aujourd'hui, puisque vous êtes dans l'action, et dans le gouvernement de la Corse, il n'y a pas une frustration politique, elle me paraît en tout cas doit être grande pour vous. Patrick Vinciguer, et après vous répondez. Alors, Pedro Thomas m'a paru plutôt convaincant, enthousiaste en tout cas, porté par sa jeunesse, par son engagement nationaliste de la première heure, une indéniable force de conviction militante, un peu dogmatique, toutefois, on l'a vu sur le statut de résident, qui laisse peu de place à la nuance aussi. Vous vous êtes livré à un bilan dithyrambique, quasi parfait, des 14 premiers mois passés par les nationalistes à la tête de la CTC. Vous avez fait le job, le service après-vente, comme tous les élus de la majorité territoriale depuis d'ailleurs, comme si tous les problèmes avaient magiquement trouvé une solution au soir du 13 décembre 2015, comme si depuis
tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, vous le savez, pourtant, la route est encore longue. 14 mois, c'est court pour juger, aussi bien en mal qu'en bien. Donc, il faut prendre du recul sur l'économie, sur les transports, sur les finances aussi. Donc, je dis, il faut prendre du recul. Et sur les finances, par exemple, moi, je trouve que 220 millions d'euros empruntés en à peine 2 exercices, c'est beaucoup. Ça m'interroge, est-ce qu'il y a un risque? On fait courir un risque d'hypothéquer l'avenir. Vous avez balayé cette question d'un revers de manche, alors que je trouve que c'est très très important. Bref, Président Tomasi, j'aimerais que vous soyez pas simplement un porte-parole de votre mouvement, c'est bien, mais il faut aller au-delà, que vous fondiez davantage l'armure du militant pour tenir un discours, disons, moins convenu, moins officiel. Vous répondez. D'abord, pour répondre à Roger Antèche, nous n'avons jamais cru que le 13 décembre 2015 était le grand soir et que les lendemains suivants seraient des lendemains qui allaient chanter. Nous savions précisément les compétences qui étaient celles de la collectivité territoriale de Corse et ses limites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lors de la mandature précédente, nous nous sommes employés à bâtir des compromis pour demander, pour revendiquer de façon déterminée à l'État français des transferts de compétences et des transferts de pans de souveraineté. Donc de ce point de vue-là, il y a toujours une frustration, parce que nous souhaiterions aller bien au-delà de ce que nous pouvons faire en l'état actuel du droit et de la décentralisation française. Et évidemment que si nous pouvions ouvrir les portes des prisons pour nos frères, nous le ferions. Évidemment que si nous pouvions appliquer de façon juridique immédiate le statut de résident, nous le ferions. Mais nous sommes conscients que tout ceci est une affaire de rapport de force et que nous allons continuer dans ce sens-là. Mais je crois que, pour répondre également à Patrick Vinciguer, qu'il y a dans ces 14 premiers mois, peut-être pas tous les dossiers qui ont été résolus, ça n'a pas été mon propos, mais en revanche, on ne peut pas nous reprocher d'être uniquement dans le dogme. Moi, je crois que d'avoir des idées, ce n'est pas une honte en politique. Statut de résident, parce qu'effectivement, vous avez été plutôt des gestionnaires. Ce n'est pas une honte en politique que d'avoir des idées. Au contraire, le pragmatisme à tout crin nous amène à une professionnalisation de la politique et à une fracture totale avec les attentes du peuple. Non, je crois qu'il y a eu des mesures très concrètes qui ont été mises en œuvre. Il y en a beaucoup aussi qui restent à réaliser. Sur le budget, par rapport à l'emprunt, c'était pour nous la seule solution à ce moment-là, puisque nous ne pouvions pas augmenter la fiscalité, nous ne le voulions pas. Mais vous savez bien, pour avoir lu notamment les documents d'orientation budgétaire et un certain nombre d'analyses, que nous sommes toujours dans les ratios de désendettement. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est vraiment qu'on se mette autour d'une table avec les deux conseils départementaux. La dette actuelle, c'est 600 millions d'euros, donc vous avez emprunté 220 millions. Oui, mais on est toujours dans les ratios de désendettement. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les 3 collectivités qui vont créer la collectivité unique, enfin se mettent autour d'une table de façon sérieuse pour envisager une mise en œuvre vertueuse de cette nouvelle institution. Il reste 4 minutes d'émission. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, vous en avez aperçu, ce sont les élections législatives. C'est important. Alors, la position de votre mouvement par rapport à ce scrutin. Alors, 2 questions en une. La première, est-ce qu'il y aura et est-ce que vous souhaitez des candidatures communes? Et deuxièmement, si oui, comment se ferait la répartition? Alors, nous avons été très clairs concernant Corsica Libre et au moment de notre dernière consulte. Nous sommes pour des candidatures de la majorité territoriale sous la bannière PA Corsica dans les 4 circonscriptions, en respectant la diversité des mouvements qui composent la majorité territoriale, y compris Corsica Libre, qui aura des candidats. Et nous sommes pour que le discours porté correspondent au point d'équilibre que nous avons trouvé ensemble en décembre 2015. L'idée, et je répondais à une question de Roger Antèche en début d'émission, l'idée elle est simple, nous avons gagné une bataille en Corse, il reste des batailles à mener à Paris et nous avons besoin de porte-parole à Paris. Alors vous seriez candidat dans la 2e circonscription de Haute-Corse, celle de Corte et Balagne? Écoutez, vous l'aviez déjà été en 2012. J'ai déjà été en 2012. Aujourd'hui, nous sommes au stade où les différentes composantes réfléchissent à la désignation de leurs propres représentants. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je serai présent à cette élection, que ce soit en tant que candidat, que ce soit en tant que militant. Ça, forcément, vous ne répondez pas à la question. Je mettrai toutes mes forces dans la bataille pour que les nationalistes gagnent et pour qu'à Paris, nous puissions défendre les intérêts du peuple corse. Et la répartition, c'est 3 circonscriptions à une,
ou c'est 2 circonscriptions pour chacun des mouvements? Et est-ce que c'est des binômes monocolores ou bicolores, c'est-à-dire avec un candidat FEM ou un suppléant Corsica? Là, on est davantage dans la déclinaison technique. Moi, je ne suis pas a priori favorable pour des binômes monocolores. Je pense qu'il faut qu'il y ait une diversité de candidatures dans l'ensemble des circonscriptions. Pour revenir sur ma question, est-ce que vous serez au moins candidat à la candidature? Est-ce que vous souhaitez être candidat? Parce que votre réponse, bon, ça va, elle est convenue, c'est un peu de l'ordre de bois, vous n'avez pas répondu. Non, elle n'est pas convenue du tout. Moi, actuellement, je suis conseiller à l'Assemblée de Corse, président d'un groupe. J'essaye de tenir mon poste du mieux que je peux et nous sommes complètement mobilisés sur cette question-là. Le débat viendra. Aujourd'hui, il n'y a pas de position définitive sur cette question. Est-ce qu'il faut du neuf dans les candidatures? Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la candidature éventuelle de Léo Batteste à Bastia? Je crois que la candidature de Léo Batteste, moi je ne l'apprécie pas sur un aspect personnel. Absolument rien contre Léo Batteste. Simplement, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le discours qui a été tenu sur ce plateau ne correspond pas à ce que porte Corsica Libera. Et je crois que ça ne correspond pas au point d'équilibre de PAGO. Nous ne pensons pas que le FLNC ait été une erreur stratégique. Nous ne sommes pas dans du post-nationalisme. Nous sommes dans une démarche nationaliste. Je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, qui est Michel Castellane est davantage en faveur? Je ne sais pas. J'ai lu dans le journal qu'il y avait une primaire qui se profilait au sein de FEMAGO. Je dis simplement une chose. Au-delà des hommes, ce ne sont pas les hommes qui sont en cause. Il faut que le discours porté corresponde au point d'équilibre de Pérago. Très vite, juste une minute d'émission. Ces candidatures communes, si elles ont lieu, ça présage une candidature commune ou territoriale à ce moment-là? C'est dans votre esprit? Pas forcément. Aujourd'hui, il y a un contexte particulier sur la législative. Il faut que nous soyons présents de façon unie. La territoriale, notamment parce qu'il y a cette barre des 12% des inscrits à franchir et que la majorité territoriale doit être au second tour et doit être en capacité de l'emporter. Le débat viendra sur la territoriale. Moi, je suis attaché à ce que Corsica Libera puisse développer son discours propre à chaque fois qu'elle le peut. Au premier tour. Par exemple, mais comme je suis attaché aussi à lui... Et le point d'équilibre, on le trouve au second? Sincèrement, ces questions ne sont pas tranchées. Elles ne sont pas tranchées. Tout dépendra du contexte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une solidarité, une unité entre les deux composantes de la majorité. Et je crois que cela induit aussi l'expression du pluralisme politique et du message de Corsica. Eh bien, nous attendons donc un peu pour avoir des précisions sur cette stratégie. Pedro Thomas, ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce contraste, Roger, Patrick. Merci à vous, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Une nouvelle invitée, ce sera Agnès Simon-Pietré, conseillère exécutive et présidente de l'Office de l'environnement de la Corse. Passate una buona settimana e una buona serata.